Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des métiers de demain. Les métiers de demain, c'est votre émission qui s'adresse à vous les jeunes, mais peut-être aussi les moins jeunes qui vous interrogez sur votre avenir professionnel. Alors, quelles études choisir pour faire quoi? Aujourd'hui, les technologies font que certains métiers sont en train de radicalement changer, ce qui rend les choix encore plus difficile. Comment se projeter? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette émission Les métiers de demain, vous aider à y voir plus clair. Ce mois-ci, on a décidé de vous parler des métiers autour du design, de la création, de l'architecture d'intérieur. Design graphique, design produit, design d'espace, design numérique. Il n'y a pas un, mais des designs et donc une multitude de métiers. On va justement en parler avec mes invités. Caroline Fontaine, bonjour. Bonjour. Déléguée générale de l'Association des agences conseils en création, l'AACC. C'est ça, voilà. Bravo. Gilles Poplin, directeur de Penningen. Alors Penningen, c'est l'école d'architecture intérieure, de communication et de direction artistique. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Florence. 3 étudiants seront avec nous. On a là Anaël Uzan, bienvenue, Basile Lamy. Tout à l'heure, on recevra Lucas Benkemoun. On recevra aussi Christopher Dessus, architecte, scénographe, gérant de PAF Atelier, qui nous dira quels sont les profils qui sont recherchés par les entreprises aujourd'hui. Et puis nous terminerons avec notre rubrique Point de vue et Maya Poix, journaliste, chef de rubrique chez Intramuros Magazine. Allez, c'est parti pour cette première émission. Tout de suite, place à l'expert de demain. L'expert. Bonjour Caroline Fontaine, déléguée générale, on le disait, de l'Association des agences conseils en création. Alors un mot de l'AACC? Alors l'AACC, en fait, c'est un syndicat professionnel, c'est-à-dire que moi, je représente à peu près 130 agences de création en France et mon rôle, c'est d'être leur porte-parole, comme ce matin, par exemple, sur votre plateau, et je vous remercie de cette invitation. Et vous êtes bien placé pour parler du sujet. Question toute simple pour les jeunes qui nous regardent, c'est quoi le design? Je le disais un petit peu en préambule, il n'y a pas un, mais des designs aujourd'hui? Oui, alors il y a des designs, mais moi, je dirais, ma définition du design, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer quelque chose de fonctionnel en quelque chose d'expérientiel. Donc ça veut dire que dans le design, en réalité, il y a une intention, il y a une volonté, et il y a quelque chose qui transforme un objet ou une application, parce que ça peut être aussi sur le digital, et ça peut être, et je pense qu'on va l'aborder au cours de votre émission, sur tout un tas de sujets. Et on parlera bien sûr en deuxième partie d'émission de l'influence de l'intelligence artificielle sur les métiers du design. Mais là, j'aimerais qu'on parle un petit peu des différents métiers du design aujourd'hui. Alors en fait, si vous voulez, moi je représente, donc comme je l'ai dit, les agences en création. Donc il y a toute une palette de métiers de la création qui peuvent être de directeur artistique, directeur de la création, mais pour arriver à faire quelque chose, à produire une idée, à produire une création, il faut aussi avoir des planeurs stratégiques. Enfin voilà, je ne veux pas jargoniser, mais en fait, il y a vraiment tout un éventail de métiers qui fonctionnent ensemble et qui permettent à quelque chose, à une vision d'aboutir. Alors, Gilles Poplin, on parlera tout à l'heure des différents cursus de l'école plus en détail, mais vous n'allez pas contredire Caroline. Il y a plusieurs métiers dans le design. D'ailleurs, vous vous formez. Elle parlait de planeur stratégique. On expliquera un petit peu aux jeunes ce que c'est, mais il y a différents métiers. Il y a tout à fait, il y a différents métiers, il y a différentes appétences pour différents secteurs d'activité aussi. Et c'est aussi, d'un point de vue de l'enseignement, un enjeu, c'est d'aider dans ces différents métiers nos étudiants et les étudiants en règle générale à trouver aussi le point d'atterrissage professionnel qui va les intéresser en fonction de secteurs d'activité qui peuvent être divers et variés. Pour éclairer les jeunes qui nous regardent sur le métier de planeur stratégique, on va dire que c'est celui qui définit le terrain de jeu dans lequel un petit peu les créatifs vont jouer, vont s'épanouir. Oui, voilà, on peut peut-être le faire comme ça. Donc... C'est vraiment quelqu'un qui arrive à comprendre ce qu'on appelle un insight, donc qui est très spécialiste de l'opinion publique, par exemple, qui va aller chercher un ressort que le créatif va ensuite activer. Oui, ça veut dire que donc, dans ces métiers du design, on est à la frontière de la communication et de la création, un petit peu. Absolument. Et d'ailleurs, alors je vais vous dire, je trouve que c'est particulièrement vrai en France, et peut-être qu'on y reviendra, mais je pense que la création française est très spécifique et assez merveilleuse. Donc c'est aussi des très beaux métiers et des métiers de soft power, d'influence très intéressants. Je
Je vous fais réagir, hein, je vous vois, Anaëlle, puisque vous avez choisi le cursus communication, on va en parler tout à l'heure chez Penningen, justement, peut-être pour être planeur stratégique un jour. Peut-être, effectivement. Voilà, il y a une grande palette de métiers, comme elle le disait, qui s'offre à moi après Penningen en communication. Donc, ouais, c'est un sujet dont on pourra reparler. Alors, il y a un point intéressant, Caroline, c'est que vous disiez il faut qu'il y ait une intention. Oui. Donc, si j'entends bien, le métier aujourd'hui, ces métiers autour de la création, du design, ça va au-delà de la création pure. C'est vraiment un petit peu une capacité, on va dire, à appréhender le monde, voire même à aider à dessiner la société de demain. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que moi, je porte beaucoup ces métiers-là, parce que je pense qu'ils ont un véritable impact sur le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça aussi que ce sont beaucoup des personnalités, en fait, qui sont capables, et c'est ça l'intérêt, en fait, aussi dans la recherche de ces métiers, c'est qu'on va chercher des personnalités. C'est des gens qui ont un point de vue sur le monde, ce sont des personnes qui s'interrogent, qui pensent contre elles-mêmes, toujours. Et en fait, comme je dis tout le temps, on se trompe souvent, on dit que la communication, c'est parler. Or, la communication, c'est écouter. Pour pouvoir parler, il faut d'abord écouter. Et pour avoir un propos, il faut être capable, encore une fois, d'aller chercher, d'avoir cette envie, cette appétence pour l'autre, être quelqu'un qui a une curiosité intellectuelle, artistique, évidemment. Ça c'est absolument indispensable. Et être capable d'avoir ce point de vue sur le monde et de l'exprimer. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est cette confrontation à l'existant, et c'est transformer et donc accompagner les besoins qui sont énormes dans la vision du monde aujourd'hui. Hein. Vous êtes d'accord avec ce rôle du designer défini par Caroline ? En fait, c'est un profil qui est empathique, qui est vraiment en observation. Je pense que un des vrais enjeux aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est que justement ce créateur, on regarde la manière dont la vie s'écoule, comment les choses finalement s'imposent à nous. Il faut qu'il ait cette faculté à la fois d'observer, de pouvoir restituer son interprétation de ce qu'il observe. Donc on est vraiment sur cette recherche d'affirmer une personnalité sur parfois des modèles qui sont un peu dominants d'un point de vue justement des expériences consommatrices ou clients auxquels nous sommes toujours soumis finalement. Ça nécessite une intelligence particulière ? Ouais. Je pense. Et je pense que justement, c'est assez joli, j'ai envie de dire, parce que c'est un mélange entre de réelles expertises. Il ne faut pas croire que tout le monde peut faire ça. On a besoin d'avoir des bases, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui relève de qui on est assez profondément. Donc, c'est à la fois ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle du hard et du soft. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir, encore une fois, cette base. Quand même, vous avez besoin souvent de revenir à une théorie de votre propos, etc. Mais vous avez aussi besoin d'avoir cette appétence tout à fait particulière pour le monde qui vous entoure, d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà, ça peut être au travers de la lecture, au travers de l'art, enfin plein de choses. Mais c'est un mélange comme ça assez subtil de belles intelligences. Donc, il faut être curieux. Oui. Il faut savoir appréhender un petit peu le monde qui nous entoure, s'y intéresser. Et il y a un point important aussi, il doit y avoir cette volonté de fédérer. Vous aimez bien prendre l'exemple de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais, je trouve que en fait, j'adore parler de cette cérémonie parce que ça a été, je pense, alors évidemment, il y a toujours, comme on est français, on adore les polémiques, donc il y en a toujours, c'est normal, mais il y a eu quand même quelque chose autour d'une concorde nationale de ce moment-là. Et pourquoi ? Parce que je pense que justement, ça racontait ça. C'était pour moi l'expression de ce qu'est la France, c'est-à-dire une confrontation absolument incroyable d'un point de vue créatif entre le traditionnel et le super audacieux. Ce qui part complètement... Qui au monde peut mettre une espèce de schtroumpf bleu, vous voyez ce que je veux dire, nu, à part les Français. Personne. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. C'est ce qui distingue la création française. Mais c'est fou. Et en fait, quand vous regardez aussi la séquence avec la garde républicaine et Aya Nakamura, par exemple, pour moi, c'est l'équivalent de la pyramide du Louvre. Voyez,
Personne ne fait ça, c'est-à-dire c'est une confrontation extrêmement audacieuse entre quelque chose d'hyper contemporain et quelque chose d'hyper classique, hyper traditionnel. Et ça, c'est le génie français. Qui veut réagir? Moi, je suis totalement d'accord, d'autant qu'on a le plaisir de compter parmi notre corps enseignant Joachim Ronsin, qui a participé à l'identité des jeux et qui a mis sa pierre à l'édifice. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, Caroline, c'est qu'en définitive, c'est ça la création. C'est aussi savoir parfois créer des associations qui finalement sont porteurs d'une émotion qui peut être nouvelle. Et c'est là où ça devient créatif. La création, c'est l'inconnu, c'est pas ce qui est connu. Donc quelque chose qui va peut-être nous perturber, nous déranger, en définitive, nous fait avancer d'une manière culturelle et sociétale aussi. Anaëlle? Oui, non, je trouve ça très intéressant. Effectivement, la comparaison entre la pyramide et Aya Nakamura, j'y aurais pas pensé. Et en même temps, c'est tellement logique. C'est venir amener de la modernité, quelque chose d'inattendu dans ce qu'on connaît, ce qui fait notre fierté. Et en fait, le mélange, il fonctionne. Et je pense qu'aujourd'hui, si on demandait aux gens si on retirait la pyramide du Louvre, ils diraient non, parce qu'ils se sont habitués à cette idée. En fait, on vient vraiment implémenter dans l'imaginaire des gens une évidence à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans la création. Alors, comment se former justement à ces métiers de la création, métiers du design? Quel cursus, quel diplôme? C'est notre séquence, l'école de demain. Et on va continuer d'en parler avec vous, Gilles Popelin, directeur de Penningen. Mais tout de suite, une plongée dans l'école en images. Moi, ma première année à Penningen, je l'ai vécue très bien. Enfin, ça a été quand même difficile au niveau du rythme. Faut pas se cacher qu'il faut être organisé. Après, moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas toujours très bien organisé. Pourtant, ça s'est très bien passé. Pouvoir acquérir autant de niveaux en si peu de temps, en voyant les portes ouvertes, je me suis dit c'est incroyable, j'y arriverai pas forcément. Et au final, c'est pas si impossible que ça. Avec du travail et de la motivation, on arrive à un niveau assez satisfaisant. Quand on regarde les premiers sujets qu'on a eus en art graphique par exemple, ou dans n'importe quelle matière, et qu'on s'imagine les refaire 6 mois après, personne n'aurait fait les choses de la même manière parce qu'on a entre-temps eu un œil qui s'est vraiment amélioré et enrichi, une culture visuelle aussi qui s'est vraiment enrichie en un an. En première année, on a des élèves qui sont des débutants absolus et d'autres qui ont déjà un niveau qui est déjà bien confirmé. Il ne faut pas penser que les élèves qui arrivent en ayant déjà un niveau avec un peu d'expérience sont les seuls à avoir leur chance pour passer en deuxième année, parce que parfois ce sont des élèves qui sont un petit peu bloqués et des élèves qui arrivent qui n'ont pas de bagage mais qui ont vraiment une ouverture d'esprit et qui ont des vraies dispositions. C'est souvent ceux-là qui font les meilleurs étudiants. C'est vrai qu'il y a une notion d'effort qui est quand même assez importante, mais pourtant, s'ils suivent bien les conseils, on les voit très rapidement, les progrès arrivent vite, quoi. Et le conseil vraiment à côté de ça, c'est vraiment d'être curieux, d'aller visiter des musées, des expositions et aussi d'aller faire des voyages. Tout ça, ça va permettre de stimuler leur créativité au fur et à mesure, tout au long de leur vie professionnelle aussi. Ce sera très intéressant d'être très ouvert aux autres cultures. On aime bien aussi avoir des exercices qui soient aussi intéressants pour les élèves qui se destinent au graphisme que pour les élèves qui se destinent à l'architecture intérieure. Du coup, on a par exemple un exercice de travelling à l'intérieur d'un décor. Donc c'est du dessin numérique et c'est en même temps de l'étude de décors, de perspectives, d'objets, voilà. En gros, dessiner, ça fait toujours du bien, même avant, pour se préparer. Dessiner ce qu'ils trouvent beau, parce que j'imagine qu'il y aura forcément, je sais pas, une ambiance, un éclairage, un contraste, c'est aiguiser son œil et puis ça finit par donner des élèves qui ont une vision personnelle. Oui, cette vision personnelle à laquelle vous tenez beaucoup, Gilles Popelin. Alors un mot sur l'école qui propose, on va le rappeler, 3 cursus, près de 900 étudiants. C'est ça. Donc après, cursus. 3 cursus, une d'architecture intérieure, une de communication et de stratégie créative, et une de direction artistique en images et médias. Voilà, donc 3 formations qui se déroulent pédagogiquement de la même manière. Avec la formation en communication qui est un peu plus récente? Qui a été créée il y a 5 ans, justement, qui est le fruit de ce qu'on exposait sur l'évolution des métiers de la création, qui sont nécessairement, finalement, teintés aussi d'un planning stratégique aujourd'hui, et donc sur lequel on ne peut pas, d'une certaine manière, séquencer les choses de manière aussi
binaire que d'un côté le planning et de l'autre côté la création. Il faut pouvoir faire rentrer les choses les unes un peu dans les autres. Oui, il y a des liens, il y a des passerelles. Il y a vraiment des liens à trouver. Ouais. Comment on entre à Penningen? Alors c'est très simple. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'admission préalable. C'est sur inscription dans la limite des places disponibles. Il faut avoir 18 ans et le baccalauréat. Voilà. Hors Parcoursup. Hors Parcoursup. Donc c'est le premier arrivé qui est le premier servi quelque part. C'est ça. Et les études d'art, alors moi ça m'interroge parce que les études d'art, j'ai découvert qu'elles étaient excessivement sélectives. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sélection en première année? Vous la faites plus tard cette sélection? Cette sélection, en fait, cette première année, donc un atelier préparatoire pour des étudiants qui sortent du bac la plupart du temps, donc qui ont 18 ans, qui ont peut-être une intuition, une motivation, et donc ils vont avoir 28 semaines de cours avec des exercices qui sont fondamentaux, qui n'ont jamais été traversés avant. Donc c'est vraiment, c'est souvent très, très nouveau pour eux. Et donc c'est cette première année qui va leur donner les clés pour passer, le cas échéant, en deuxième année à Penningen ou dans un autre établissement s'ils le souhaitent. On entre en première année, mais pas seulement, on peut entrer plus tard. On peut rentrer au sein d'admission parallèle sur dossier, c'est le cas de... Ben voilà, justement, on va en parler avec Anaëlle Usan, 5e année communication, Anaëlle, c'est ça? Un parcours un peu atypique, hein, puisque vous étiez à l'ESSEC avant. Alors pourquoi après l'ESSEC, avoir décidé d'intégrer ce parcours communication à Penningen, donc dans une école a priori d'architecture intérieure et de création? C'est une très bonne question. C'est vrai que à la sortie du bac, je pensais plutôt me diriger vers du marketing. Donc, j'ai fait un peu le cursus classique de l'école de commerce. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était pas nécessairement vendre un produit, mais plutôt vendre une image de marque. Et donc, c'est pour ça que je me suis plutôt orientée vers la communication. J'ai entendu parler de Penningen par une amie en commun. Et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait vraiment apprendre à identifier les points forts d'une marque, à communiquer sur son image, sur ses valeurs. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et surtout, moi, je dirais la richesse des cours, des professeurs. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a intéressée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce master communication qu'on ne ferait pas dans une autre école de com, de marketing ou de publicité? Je trouve que ce qui fait la spécificité de Penningen, en fait, c'est qu'on vient vraiment apprendre à analyser une marque, sa plateforme de marque, donc ce sur quoi elle voudrait communiquer, que ce soit son produit, sa personnalité, en fait. On vient vraiment apprendre à décortiquer ça pour, par exemple, venir toucher une nouvelle cible ou alors changer un certain point de son image. En fait, le but, c'est vraiment d'installer la marque dans l'imaginaire des gens et donc de travailler sur toute cette image-là, que ce soit par les mots, par les couleurs, par la photographie. En fait, on vient vraiment travailler toute l'image au global d'une marque pour changer la manière dont elle est perçue. Quels sont les cours que vous avez et est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une dimension artistique plus importante que dans une autre école qui serait pas Penningen ou une école de création? Oui, on a des cours, donc on a à la fois des cours de croquis, des cours où on apprend à interpréter des photographies. On a aussi pas mal de cours où on décortique des campagnes de communication, donc des publicités, des campagnes d'affichage. En fait, on va vraiment analyser ce qui a été fait et on va venir avec un œil assez pointu artistiquement, se nourrir de références. Donc nous, en tout cas, on nous encourage beaucoup, les élèves, à aller au cinéma, au musée, à lire, à regarder autour de nous, en fait, à aller chercher plein de petits détails qui donnent du caractère à tout ce qui nous entoure pour les implémenter dans nos créations. Donc on a à la fois des cours un peu plus stratégiques et à la fois des cours un petit peu plus dans la création. Et puis ce qui est intéressant quand même, c'est un petit peu la structure de la classe, hein, la moitié qui vient d'école de commerce, la moitié plutôt de parcours créatif. Oui, c'est ça. On a vraiment deux types de profils au sein des élèves. C'est vrai qu'on pourrait se dire que, en tout cas, moi, je venais d'école de commerce, j'avais pas nécessairement... j'avais une appétence pour l'art, mais j'avais absolument aucun talent là-dedans. Je savais pas dessiner. Et en fait... Et maintenant, un peu mieux? Un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Mais c'est vrai que, par exemple, quand je regarde les premières présentations que j'ai pu faire pour des cours, je me rends compte que on m'a appris à bien utiliser une typographie, à hiérarchiser mes images, toutes ces choses-là, en fait, qu'on n'apprend pas forcément dans les autres écoles de communication. Là, on nous apprend vraiment à avoir un regard un peu différent. Et puis, au contraire, les élèves qui viennent plutôt d'une formation artistique, eux, ils ont eu tout cet
cet enseignement stratégique. Comment on construit une stratégie pour une marque, une plateforme de marque, ouais, en fait, toute cette partie-là qu'eux, ils ne connaissaient pas du tout parce qu'ils avaient vraiment que le côté plutôt visuel, artistique. Alors, à quoi il forme ce master, Gilles? Ce master, en fait, il forme, je pense, et je l'espère, et je l'appelle de tous mes voeux, un nouveau profil. Parce qu'effectivement, la société évolue, il y a des canons de communication qui s'imposent à nous, il y a des canons de création aussi qui existent. Et quand on a imaginé cette formation, notamment au travers de l'hybridation entre différents profils, ben on est un peu dans l'analogie qu'il y avait avec la pyramide du Louvre et de Louvre. En fait, c'est aussi d'essayer de créer, par l'interaction entre les individus, entre les sensibilités, eh bien, possiblement de nouvelles manières d'interagir et de co-construire la société de demain. Un mot peut-être, Caroline, sur ce parcours, finalement, cette hybridation dont parle Gilles Popelin et Annelle. Je trouve que c'est très intéressant parce que, en fait, ce dont ce monde a besoin et dont les entreprises ont besoin, c'est une intermédiation, c'est de la médiation. C'est le rôle stratégique des créatifs ou des communicants, c'est d'aider deux publics à se parler. Et en fait, cette double vision, je pense qu'elle permet, et en plus, il faut voir le monde dans lequel nous nous inscrivons, c'est-à-dire c'est un monde de content, voilà, d'hyper-création, etc. Et donc, je pense que ne suffit plus la vision hyper théorique et que d'avoir aussi une application finalement en création, en direction artistique, donc cette hybridation des deux, ça me paraît vraiment intéressant, oui, sur les challenges énormes auxquels il va falloir faire face. Concrètement, on invente, hein, et je remercie vraiment. Non, mais moi, je me suis vraiment posé la question. On invente les métiers de demain, c'est la raison pour laquelle on est là. Hein. Je me suis vraiment questionné en tant que directeur d'école, animé par ce qu'est la création, ce qu'est l'histoire de l'art, comment est-ce qu'on va chercher finalement à faire émerger des nouvelles idées, des nouvelles manières de penser, et surtout même de trouver des protocoles de communication. C'est pour ça que ce cursus s'appelle très basiquement communication. C'est développer la faculté d'écoute dont vous parliez, Caroline, c'est renforcé par la faculté d'observation que peuvent avoir certains de nos étudiants de par leur pratique artistique. C'est ça qui est vraiment à l'œuvre. Donc on invente. Oui. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Caroline. En fait, on nous apprend vraiment à être les intermédiaires entre la marque et le graphiste, le créatif, puisque en fait, ils ne parlent pas du tout le même vocabulaire. Et je pense que à travers tous mes stages, j'ai découvert vraiment ce choc entre les créatifs et les stratèges. Et il manquait vraiment cette personne au milieu qui parle ces deux vocabulaires et qui fasse le lien. Et donc, c'est exactement ça qu'on apprend en communication à Penningen. Alors, justement, le métier que vous envisagez de faire après vos études, puisque la 5e année, ça arrive bientôt. Oui, exactement. Vos projets? Ouais, j'aimerais potentiellement peut-être m'orienter vers du planning stratégique, donc travailler dans une agence qui va encadrer des projets de communication pour des marques. Donc j'ai envie d'être la personne qui va recevoir un brief, donc une consigne en fait du client, et qui va échanger avec les graphistes, avec les créatifs pour produire une communication qui soit à la fois cohérente, qui soit intéressante, qui soit créative. Et voilà, j'aimerais être la personne vraiment qui encadre ce projet-là. Merci Annelle, bien sûr, on vous souhaite bonne chance. D'où viennent les étudiants que vous recrutez en première année? Quels sont les profils? Voilà. Une grande majorité des lycéens, voilà, qui soit sortent du bac, soit qui éventuellement ont fait 1 ou 2 ans d'école avant, mais c'est de la formation initiale, donc on est avec une population qui a entre 18 et 25 ans à peu près, quoi. Mais qu'est-ce que vous leur dites quand ils veulent s'orienter vers des études de design? Parce que ça peut faire rêver le design comme ça. Ça fait rêver. On en avoir ça fait un peu parcellaire, voilà. Ça fait rêver. Peut-être que je laisserai aussi les étudiants en parler mieux de leur expérience. Mais si je me remémore mon propre parcours, puisque j'ai eu la chance d'avoir fait cette prépa il y a très longtemps, c'est d'être animé par une ambition et un désir d'expression. Donc c'est de les accompagner finalement dans ce cheminement qui consiste à, au-delà de la projection, petit à petit, apprendre à réaliser des choses, à délivrer, parce que finalement la création c'est produire des choses. On peut tout imaginer, mais à un moment donné la création c'est est-ce que ça existe, est-ce que c'est tangible, est-ce que ça prend une matérialité, est-ce que ça existe. Donc on est régi par le temps, par les échéances, par tout ce qui va faire qu'à un moment donné on délivre. Et c'est ça qu'il faut apprendre, c'est apprendre à délivrer. Donc on accompagne les étudiants, ces jeunes gens, au-delà du fantasme finalement, qu'est-ce qu'il en coûte de matérialiser ces idées. Voilà.
On va donner la parole à Basile Lamy, 5e année, direction artistique. Oui, exactement. Donc, directeur artistique, créatif en agence et travailler avec Anaëlle qui, elle, serait planeuse stratégique, si je comprends bien. Exactement, et je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a une élève qui était un peu à l'œuvre de ça il y a déjà quelques années, qui avait été diplômée d'abord d'une école de business et qui après était rentrée à Penningen en tant que directrice artistique parce qu'elle pensait que, elle estimait selon elle que justement le pont ne se faisait pas assez bien entre ces deux départements, entre guillemets. Et c'est en ça que je trouve ça assez intéressant d'avoir des... Et d'ailleurs, les deux filières travaillent déjà entre elles au travers de 3 sujets, je crois, qui sont répartis sur 2 ans. Et du coup, c'est en ça que c'est assez intéressant. Alors, comment vous avez décidé de vous orienter vers des études de direction artistique? Si je ne me trompe pas, vous aviez hésité avec des études de journalisme? Oui, exactement. Mais je pense que ça rejoint un peu ce que vous expliquiez au début sur la capacité qu'on peut avoir de palper le réel et de pouvoir le concentrer dans des créations et de les matérialiser. Et de base, oui, je voulais faire du journalisme. Et de par mon oncle qui a fait cette école, qui me l'a recommandé, j'ai fini par y aller. Et je l'ai embrassé voilà, dès que j'y suis arrivé. C'est le bouche à oreille. C'est souvent le bouche à oreille. Hein, c'est comme ça qu'on vient vous voir. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans le master direction artistique, très concrètement, pour les étudiants, les lycéens là, qui nous écoutent? On apprend à lire une image, je dirais. On apprend à lire une image. Qu'est-ce qui fait qu'elle est bien? Qu'est-ce qui fait qu'elle est intéressante? Que ce soit du choix du médium. Donc, est-ce que c'est du dessin, de la photo, de la vidéo, de l'illustration? Ou est-ce que c'est son contenu qui nous intéresse? Qu'est-ce qui se passe dedans? Le maquillage, si c'est une photo, le stylisme, la direction artistique. Je trouve qu'on apprend à lire, on apprend le vocabulaire de l'image et on apprend à la lire pour après pouvoir l'écrire nous-mêmes. Concrètement, qu'est-ce que vous avez comme cours? On a un cours qui est le cours qui commence de la première année jusqu'à la 5e année, c'est le cours de croquis. Ça, c'est l'enseignement un peu fondamental de Penningen, qui est celui qui, je trouve, apprend le plus justement à lire et qui éveille le plus l'œil. La progression, elle se fait très très vite et c'est ce qui nous permet d'avoir l'œil le plus aiguisé possible, je dirais. Et beaucoup d'élèves qui sortent de l'école regrettent souvent de ne plus faire de croquis, et certains s'inscrivent dans des ateliers d'ailleurs pour faire ça. Et sinon, à côté de ça, on a beaucoup de cours d'édition, de typographie, de mise en page, de photos, de réalisation vidéo. On aborde quasiment sans la prétention de tous les aborder, mais une très grande variété des métiers de l'image, sans vouloir les maîtriser, mais pour en comprendre les enjeux. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans la formation? On va lui boucher les oreilles, il ne va pas écouter. Non, je serai très honnête. Moi, je suis vraiment, sans langue de bois, je suis vraiment très très satisfait par l'intégralité de l'enseignement que j'ai reçu. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on se rapproche de nous-mêmes au fur et à mesure de la formation. On grandit, et justement, vous avez parlé de fantasmes. On grandit avec des fantasmes sur les images, comment elles sont faites. Il y a tout un ésotérisme face à ces choses qui nous semblent super lointaines. Et en fait, au plus on avance dans le cursus, au plus on comprend que tout ça est régi par une seule et même règle, c'est un travail acharné qui amène que des bons résultats, quoi. Un travail acharné. Alors ça, c'est important. Je vous tourne vers vous, parce que c'est ce qui ressort quand on demande des informations sur Penningen. C'est l'exigence qui est demandée. C'est une école très exigeante. Un rythme soutenu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la création, c'est quelque chose de très fragile. Et que pour la faire émerger, en fait, il faut acquérir pas mal de confiance en soi, mais pas une confiance qui soit de l'arrogance, mais simplement, finalement, une perception, une conscience de ce que l'on a produit. Et donc, ça appelle le don de soi. À un moment donné, finalement, pour créer des choses, ça n'existe pas, il faut les faire émerger. Et entre, finalement, ce qui se passe entre l'imagination et la raison, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le réel. Et ça, de ce point de vue-là, ça va demander en fait beaucoup d'efforts parfois à nos étudiants pour le comprendre, parce que finalement, c'est quelque chose qu'ils doivent découvrir. Et beaucoup d'investissement personnel. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de fantasmes, du talent, de quelqu'un de très talentueux, tout ça. On apprend vite à Penningen, et même en études, même en général dans la vie, on apprend vite quand même que tous les grands créatifs, ce n'est que le fruit du travail acharné. Peut-être que le talent réside dans le travail acharné, mais il n'y a que ça qui amène à de la grandeur, je suppose. Un petit mot, comment est-ce que vous voyez votre futur professionnel? Vous avez envie de faire quoi? Parce que pareil, vous aussi, vous êtes en 5e année, donc il va falloir y penser. Écoutez, j'y pense. Je dirais, moi, je fais beaucoup de photos, et j'aime beaucoup faire du documentaire, mélanger de la mise en scène, en reprenant un peu les codes de la mode et de la publicité, parce que je trouve que c'est un des types d'iconographie les plus puissantes. Et je trouve ça intéressant de la mêler avec justement l'iconographie et la spontanéité du documentaire. Donc j'aurais à cœur de traiter des sujets
et aller à la rencontre de communautés et en faire des livres ou des documentaires. Merci beaucoup, Basile. Avec plaisir. Qu'attendent les entreprises des formations en design et en architecture d'intérieur? On en parle tout de suite dans notre séquence L'entreprise de demain. Et Christopher Dessus, architecte, scénographe, gérant de PAF Atelier, atelier de conception d'architecture et de scénographie, nous a rejoint. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Christopher. Alors un mot de votre parcours entre design, scénographie, architecture d'intérieur, à la fois concepteur et producteur. Expliquez-nous. Oui, je fais plein de choses, mais oui. j'ai démarré à l'école d'architecture de Versailles. Donc je suis architecte de formation, architecte DE, diplômé d'État. Et tout de suite après mes études, j'ai eu plein d'expériences qui ont fait que la production m'a énormément intéressé. C'est-à-dire que la conception ne me suffisait pas d'une certaine façon. J'avais envie de savoir comment produire les choses que je dessinais. Et ces deux choses-là se sont un petit peu concrétisées avec du coup PAF Atelier, où depuis presque 8 ans, je travaille du coup dans ce grand écosystème et cette balance entre... Alors que fait concrètement PAF Atelier? Vous créez des lieux, des stratégies, des objets, On fait plein de choses. On fait plein de des choses. Événements. Oui, on fait plein de choses. J'ai tendance à caractériser peut-être 2 ou 3 pôles différents. On travaille énormément pour des marques. Sur plein de sujets différents, ça va du défilé au showroom, en passant par le pop-up, etc. Donc vraiment des événements, on va dire, plutôt commerciaux. On travaille énormément pour le domaine culturel aussi. On travaille avec le Théâtre du Châtelet, on travaille aussi pour des écoles, on travaille aussi pour le Musée des Arts Décoratifs prochainement. Un troisième pan qui moi, m'intéresse beaucoup et qui est lieu aussi de beaucoup d'expérimentation, c'est vraiment le milieu du spectacle, le spectacle vivant. Dont j'aime aussi travailler, notamment avec les énergies. La scénographie dans le spectacle vivant, c'est un peu différent, mais nous, on essaie aussi de collaborer avec cette grande institution, si on veut bien. Alors vous êtes mandaté aussi pour revoir l'aménagement des espaces du Centre Pompidou? On a fait partie en fait de la grande, on va dire, du grand concours qui a eu lieu justement sur le schéma directeur du schéma culturel et directeur du Centre Pompidou. On est arrivé avec une agence d'architecture qui s'appelle Ares Mathéus et Nomade Architecture en 3e position, donc on était très fiers de pouvoir le faire. Des réalisations concrètes, quand vous me parlez de tout ça, de scénographie. Des réalisations concrètes, là on vient tout juste de sortir un gros projet avec Diptyque, par exemple, qui est une marque que j'aime beaucoup à Paris et à Londres. On a travaillé du coup sur des installations artistiques liées à la musique, liées au design et liées aussi à l'olfactif, donc sur l'expérientiel et sur l'aspect très commercial. Prochainement, et j'espère que vous pourrez venir, on présente au Musée des Arts Décoratifs de Paris une nouvelle exposition dont on est le scénographe en collaboration avec Annette Lenz, studio de graphisme en direction artistique. On travaille sur la nouvelle exposition de Paul Poiret. Donc j'ai hâte de pouvoir vous le montrer, ça sera en juin. Et d'autres projets arrivent, notamment en septembre, le lancement en fait et une exposition aussi assez forte sur le design. Mais ça, je vous en dirai plus tard. Quand vous entendez tout ce que fait Christopher, Basile, vous dites bon voilà, j'ai du boulot assuré, il y a plein de champs possibles, il y a plein de possibilités, non? De toute évidence, c'est ce que je me dis, mais de toute évidence, c'est ce à quoi j'aspire aussi. Et du coup, c'est encore plus un plaisir de savoir que vous serez dans le jury de ce que vous avez dit cette année pour les diplômes. Ce sera le seul nom que nous communiquerons. Voilà. En quoi ces métiers autour de la création, au sens large, sont indispensables pour les entreprises, puisque vous qui travaillez beaucoup avec les entreprises, justement? C'est fondamental pour venir aérer, je pense, ventiler aussi des choses. C'était très beau ce que tu disais juste dans la partie juste avant, qu'en fait la création c'est un domaine d'expérience et d'expérimentation aussi fabuleuse. La capacité qu'on a en tant qu'entreprise créative à collaborer avec d'autres domaines permet en fait aussi d'imaginer des nouvelles histoires. Notre métier c'est créer des nouvelles histoires et pas tout seul. C'est toujours avec des gens, toujours en collaboration avec des gens. Et j'ai l'impression que même s'ils pensent qu'ils le sont moins que nous, des grandes marques, etc., sont très créatives et sont toujours le point de départ de choses encore plus belles après quand on commence à collaborer et quand on commence à imaginer de nouvelles choses ensemble. Quels sont les métiers qui sont les plus représentés au sein de PAF Atelier? Avant tout l'architecture, donc l'architecture avec un grand A, mais aussi l'architecture d'intérieur. Il y a beaucoup de designers aussi. Et puis depuis l'origine de PAF Atelier, beaucoup de graphistes et de DA.
Pour moi, tous les métiers sont hyper complémentaires. Oui, c'est ça, les frontières sont très minces finalement entre les différents métiers du design. Oui, je pense que, comme je disais lors d'autres discussions, je pense que ce qui fait la qualité d'une personne qui travaille dans notre atelier, c'est sa personnalité. Et on parlait de curiosité en préambule ou d'appétence à aller chercher ailleurs ce qui peut se passer, etc. C'est un peu ça l'atelier. C'est de composer avec plein de gens très très différents et qui ont potentiellement aussi des skills différents et des outils différents. Et j'en suis un peu le chef d'orchestre pour essayer de créer une sorte d'harmonie. Voilà. Architecte d'intérieur, designer, etc., directeur artistique, c'est vraiment une façon de penser? Je crois. On évoquait au début d'émission le rôle du designer, c'est vraiment une façon de penser? Quand j'enseigne, je dis toujours un bon designer, un bon architecte qui sort avec un diplôme, c'est quelqu'un qui a un point de vue. Et je pense que c'est une façon de penser parce qu'on est obligé, en fait, je pense que notre rôle, c'est d'avoir un point de vue sur notre société quand même. On ne fait pas juste des dessins dans notre coin et on imagine des choses dans notre coin, où on n'utilise pas du métal comme ça, on n'utilise pas du bois comme ça. Il y a toujours un contexte dans lequel on s'insère. Je trouve que créer contextuellement, de manière locale, avec des gens autour de soi, de manière humaine, ça fait partie de notre métier à 100%. Donc oui, c'est hyper important. Il faut avoir des convictions. Tout à fait. Pour peut-être faire bouger le monde de demain, je pense, notamment aux questions environnementales, etc. Essayons. Là aussi, les designers ont un rôle, Caroline? Pour moi, c'est évident et il y a que de cette manière-là. D'ailleurs, je pense qu'on y arrivera parce qu'en fait, on ne peut pas toujours faire contre les gens. Il faut que les gens aient envie de quelque chose. Et donc, pour qu'ils aient envie, il faut être capable de leur donner un narratif dans lequel ils puissent s'inscrire. Avec eux aussi une vision. C'est une manière, pour moi, c'est une façon de respecter les gens. C'est très important, ces métiers artistiques, parce que c'est des métiers aussi de respect de l'autre. Ce qui est intéressant quand on préparait cette émission, Christopher, vous m'avez dit, et j'ai trouvé ça très bien, voilà, c'est quelqu'un qui doit avoir des lunettes pour voir le monde. Oui, j'aime bien prendre cette petite métaphore parce que c'est une sorte de prisme qu'on construit à l'école, qu'on construit aussi dans sa curiosité, en rencontrant des gens, en allant voir des spectacles ou en visitant une exposition. Je pense que c'est effectivement la question d'un point de vue, mais c'est aussi la question de travailler du coup avec une sorte de méthodologie. Enfin, de voir les choses avec une certaine méthode, de voir la chose avec une certaine clairvoyance, en faisant des ponts, en faisant des connexions. Ah, ça peut-être que ça va m'intéresser. Ah, cette partie-là peut-être peut m'inspirer pour un futur projet. Ah, l'œuvre de Magritte que je viens de voir aujourd'hui, peut-être qu'elle peut avoir une influence sur mon travail aujourd'hui. Et c'est ce genre de choses que je disais avec mettons des lunettes et ça va nous permettre peut-être de voir les choses autrement. Merci Christopher. Allez, vous restez bien sûr tous avec nous. Là, on continue d'échanger dans un instant sur les métiers de la création, du design, de l'architecture d'intérieur. On va entendre dans quelques instants un troisième étudiant, Lucas. À ne pas manquer non plus notre rubrique Point de vue avec Maya Poix, journaliste, chef de rubrique chez Intramuros Magazine. On se retrouve dans un instant. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission Les métiers de demain. On continue de vous parler, de vous faire découvrir les métiers autour de la création, du design, de l'architecture d'intérieur, des métiers qui sont en pleine mutation. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Benkemoun, étudiant en 5e année d'architecture d'intérieur à Penningen. Bonjour Lucas. Dans un instant, Maya Poix, journaliste chef de rubrique chez Intramuros Magazine, nous rejoindra. Et puis Gilles Poplin, Christopher Dessus et Caroline Fontaine sont toujours avec nous. Alors Lucas, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous êtes en 5e année d'architecture d'intérieur. Comment est-ce que vous êtes venu à ces études? Un petit peu par hasard, quand on avait discuté ensemble, ce que vous m'aviez dit. Oui, c'est ça, c'est que je cherchais à rentrer dans les métiers de la création. C'est ce que je faisais au lycée m'intéressait pas trop, c'était pas très passionnant. Et donc je voulais faire quelque chose dans ces métiers-là. Et c'est le bouche à oreille, pareil. On m'a parlé de l'école, j'ai fait une semaine pendant les vacances dans cette école. Vous avez fait un stage découverte. Exactement. C'était une semaine où on nous apprend un peu c'était surtout le processus créatif, comment on construit une idée, etc. Et c'est l'ambiance de l'école, on la découvre à ce moment-là et c'est ça qui m'a plu. Voilà. Alors on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de sélection.
à l'entrée. Mais ce stage découverte, c'est quand même important parce que c'est le moyen de savoir déjà si on a une appétence, si on a envie de s'orienter 5 ans vers ce genre d'études. Et 5 ans et parfois même une vie, parce qu'en fait, il s'agit presque de découvrir une richesse intérieure. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir l'éprouver, il faut pouvoir tester un peu les choses, voir si ça correspond, parce que entre avoir l'envie et puis passer à l'acte, c'est encore autre chose. Et effectivement, ces stages qu'on a mis en place il y a quelques années maintenant, eh bien, permettent à des jeunes lycéens d'éprouver un peu s'ils ont quelque chose qui palpite en eux, quoi, voilà. Alors, votre master architecture d'intérieur, qu'est-ce qu'on y apprend concrètement ? On apprend un peu la création dans l'espace, on apprend à gérer des volumes, à créer une ambiance, une identité dans un lieu existant ou pas existant, à créer une identité, etc. Et surtout, on a un œil un peu sur tout ce qui se passe et sur un peu sur le monde et ce qu'on a envie de faire dans un certain contexte. Qu'est-ce que vous avez comme cours ? Alors, on a des cours de design, d'architecture intérieure, d'architecture. On nous apprend pas mal aussi. C'est des cours de construction pour au moins, sans être vraiment, on va dire, très précis là-dedans. On a des notions et on sait de quoi on parle. On sait avec qui on va travailler, avec qui on va... Il y a des cours communs avec les autres masters ou pas ? On a en 4e année, tout au long du cursus, on a des cours avec la direction artistique et la communication. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme projet dont vous êtes particulièrement fier durant ces années ? On a rendu un projet avec la communication et la direction artistique qui était sur le développement d'une exposition sur un savoir-faire. Donc, on tirait au sort un savoir-faire, on devait monter tout un projet autour de ça. C'était assez intéressant de parler avec des métiers différents qui ont une autre façon d'appréhender un projet. Et donc, c'était assez intéressant. On a réussi à monter, à créer une vraie équipe. C'est assez cool. Et l'architecture d'intérieur, c'est un choix que vous faites tout de suite quand vous rentrez à Pellingen, en 2e année, ou ça se fait un petit peu plus tard, comment ça se passe ? À la fin de la première année. À la fin de la première année, on choisit ce qu'on veut faire. Et ensuite, au fur et à mesure, après la première année, du coup, on a nos vœux, quoi. Vous avez des projets après le diplôme ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Sauf vous aussi, vous êtes en 5e année. Oui, c'est ça. Déjà, finir le diplôme, c'est déjà pas mal. Et ensuite, rentrer dans la vie professionnelle, commencer en agence pour faire un peu d'expérience et après, potentiellement monter ma propre agence. Alors ça, c'est marrant, monter votre propre agence. Et ça, il y a beaucoup d'étudiants comme ça qui choisissent pas forcément d'aller bosser en entreprise, mais qui veulent se mettre à leur compte. En fait, je pense que c'est un processus un peu inhérent à des cursus de création, où finalement on est à l'œuvre de choses, donc on voit qu'on est capable de délivrer, qu'on est capable de produire, et que parfois, au regard même des méthodologies qu'on peut développer, de l'articulation, du schéma presque intellectuel qu'on peut développer, on a parfois envie et on a une aspiration à développer une activité en nom propre et à fédérer des collaborateurs ou des prestataires autour de soi. C'est vrai que c'est souvent assez inhérent à ce type de formation, l'envie d'entreprendre à son compte, en agence ou même parfois sur des produits, parce qu'on a aussi parfois des diplômés qui vont même vraiment créer des marques avec des productions de produits, et ça va au-delà juste de la prestation d'architecture ou de direction artistique ou de communication, quoi. Quelle est la méthodologie de Pellingen ? Alors, créer des expériences, mais est-ce que les étudiants travaillent sur des projets réels ? Vas-y, je te laisse démarrer. On a des projets fictifs, bien sûr, pour les cours. C'est des projets fictifs. Après, on a l'occasion quelquefois de faire des workshops avec justement des marques ou des gens qui viennent chercher justement des étudiants de l'école pour créer pour le coup du concret. Et donc ça, c'est important. Je pense qu'il y a déjà des marques qui ont envie d'avoir l'expérience en fait, cet ancrage d'étudiants. Il est essentiel parce que, comme je le disais, la production, c'est inhérent à la création. Il ne peut pas y avoir je pense, de création s'il n'y a pas, finalement, elle n'est pas corrélée à un moment donné de la production. Et on a besoin, pour produire de manière consciente, d'avoir des éléments de contexte qui vont être définis. Donc de travailler avec des marques ou des institutions, ça nous permet justement d'avoir des insights, comme on en parlait au tout début de l'émission, de pouvoir comprendre finalement quel est le besoin, quelle est l'attente,
et de savoir et de découvrir la direction de création qu'on peut proposer par rapport à ce besoin. Alors aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui bouscule un petit peu tout. Hein. Comment est-ce que vous préparez les étudiants à ça? Alors, nous les préparons de deux manières. Un, en proposant des cours qui vont convoquer cet outil, ces outils génératifs. Voilà. Ça, c'est important de pouvoir être dans l'époque. Et puis aussi, on le disait, en regard de la curiosité, en regard du savoir-faire qui quand même anime finalement tout processus créatif, il faut pouvoir développer l'intelligence émotionnelle et l'intelligence manuelle, parce qu'en fait, c'en est quand même une qui doit nécessairement en fait nourrir la qualité du prompt qu'on va faire ou de l'ordre qu'on va donner à la machine. En fait, la machine est un bruit blanc, il faut pouvoir lui donner les bons inputs. Donc les bons inputs, ça veut dire qu'il faut de la culture, c'est-à-dire qu'il faut du savoir-faire, qu'il faut connaître en fait un certain nombre de techniques pour ne pas se laisser dominer par la machine, mais qu'on puisse l'abreuver intelligemment. Qu'est-ce que ça va changer, Caroline Fontaine, l'intelligence artificielle pour ces métiers? Alors, ça va changer et ça a déjà changé quand même pas mal de choses. En fait, l'IAG, générative, d'abord, il y en a plein. Il y en a énormément, des différentes. Ça bouge tout le temps. Quasiment tous les jours, il y en a une nouvelle qui sort. Et il y a beaucoup de choses qui sont très impactées par cette fulgurance. Nous, de toute façon, toutes les révolutions, vous ne luttez pas contre une révolution. Et surtout une révolution technologique, elles ont toujours apporté du progrès. Donc, il n'y a pas de raison que celle-là soit différente une fois encore. Mais pour les agences, il y a quand même, il faut quand même se dire, ça a une influence sur un certain nombre de métiers. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui étaient des métiers très de main, où on parlait de croquis en début d'émission. Ces métiers-là, si vous voulez, je pense que quand même, à terme, ils vont être différents, en tout cas. Ils vont disparaître ou ils vont être différents? Ils seront différents. En fait, tout va être, je pense, différent. C'est quand même une extension, si vous voulez, du pouvoir de la créativité, en réalité, une IAG. Si vous les maîtrisez, quand vous amusez, on va dire, c'est très expérientiel, donc c'est assez fascinant. Après, il faut faire très attention à un certain nombre de choses, mais c'est quand même une extension de la créativité. Ça crée des possibilités aussi absolument merveilleuses. Donc ça va pousser à être encore plus créatif? Je crois. En fait, ce qui est intéressant aussi dans cette révolution, ou si on peut appeler ça une évolution peut-être, c'est que ça touche jusqu'à notre quotidien. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, en la comparant à une révolution industrielle comme on a pu l'avoir il y a des dizaines d'années. Ce que je trouve intéressant en fait dans cette évolution, j'aime bien l'appeler plutôt évolution, c'est le fait de pouvoir avoir un outil supplémentaire qui va nous permettre, moi je le vois au quotidien, de se poser la question de la réalité de l'objet qui va être potentiellement produit après, d'avoir peut-être une ouverture différente, donc ça veut dire une curiosité supplémentaire, de pouvoir interroger une interface ou l'alimenter, comme tu disais, par plein de choses. Moi je le vois au quotidien, on l'utilise presque pour générer des formes qui vont peut-être jamais être réalisées, mais qui vont permettre dans le processus créatif de nous alimenter. Bref, je pense que c'est un terreau très intéressant, et comme tu le dis très bien, il ne faut pas lutter contre, il faut jouer avec. Il y a déjà eu beaucoup d'évolutions qui ont procédé et qui ont impacté la création. Enfin, quand le paramétrique est intervenu dans l'architecture, il a permis finalement d'éprouver des choses en termes d'ingénierie et de représentation qui étaient différentes. Donc en fait, ça fait gagner du temps. Mais en tous les cas, ça peut puissancer le talent, mais en tous les cas, ça ne pourra jamais le supplanter, je pense. Parce que cette richesse-là, elle est dépendante finalement des personnalités et de ceux qui finalement ont les idées. Oui. Donc, comment vous voyez, Lucas, l'arrivée de l'intelligence artificielle, menace ou opportunité? Non, opportunité. C'est un outil qu'il va falloir manier, et c'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui, on s'entraîne là-dessus. Mais oui, c'est un outil qui est toujours bon d'avoir de son côté, dans la création en tout cas. Alors, avec l'arrivée de cette intelligence artificielle, quels sont les types de compétences recherchées par les entreprises? C'est notre séquence, l'entreprise de demain. Christopher, quels sont les profils que vous recherchez très concrètement
aujourd'hui dans votre atelier? Je pense qu'on discutait un petit peu avec Lucas et puis avec d'autres étudiants. Je pense que quand on arrive sur le marché du travail, en tout cas de la création, ce qui, moi, en tout cas, me touche, c'est les personnalités. C'est-à-dire au-delà des compétences, au-delà de pouvoir faire des rendus 3D, de la 3D, utiliser des logiciels spécifiques, manier l'IA, etc., etc. Je pense que c'est avant tout une personnalité, c'est-à-dire une personne qui est capable déjà de toucher, de me toucher, ou en tout cas toucher la personne qui va pouvoir aussi être embauchée. Et au-delà de ça, essayer d'être dans une idée commune, de trouver des atomes crochus. C'est comme une relation qu'on démarre, c'est la mise en place en fait comment dire, de relations plutôt à long terme. Et ce côté long terme et de durabilité, c'est un peu complémentaire à tout ce qui nous arrive aussi aujourd'hui dans la création, où on a tendance à dire que potentiellement tout va un peu plus vite, l'IA peut nous permettre d'aller plus vite, mais avant tout, je pense qu'on a besoin d'objets durables et de relations durables. Et c'est ça que je cherche. Caroline Fontaine, et vous, dans les agences de création, quelles sont les demandes des entreprises? En fait, il y a beaucoup de diversité au sein des agences de création. Donc, par exemple, si vous êtes un spécialiste du social, vous allez avoir besoin de personnes qui sont capables d'analyser la data de manière hyper efficace. Donc, un esprit d'analyse, de synthèse et de recommandation à partir de ça. Si vous êtes aussi dans cette thématique-là, c'est assez intéressant aussi, c'est des profils, par exemple, quasiment vous pouvez recruter des micro-influenceurs parce qu'ils sont tous les jours en train de faire ce que l'entreprise va vous demander de faire. Donc ça, c'est une typologie, si vous voulez. Et puis après, vous allez avoir besoin toujours, j'ai envie de dire, En fait, ce qui est intéressant dans une agence aussi, c'est l'émulation entre les personnes. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir des profils très divers qui arrivent à une forme de confrontation intellectuelle et d'émulation intellectuelle. Comme je dis tout le temps, moi j'ai des agences, ils vont recruter des historiens, des médiévistes. Et à côté de ça, ils vont avoir quelqu'un qui sort de Penningham. Et c'est les deux ensemble qui va faire la singularité de l'agence. Quel regard vous portez sur les formations aujourd'hui, les formations en art appliqué? Je pense que c'est fondamental. Moi, c'est grâce aux formations que je suis sorti de ma situation sociale. Pour la petite histoire, mes parents sont agriculteurs dans le sud de la France. J'étais pas du tout prédestiné à aller dans les arts ou dans le design. Je connaissais même pas le mot design, je pense à 15 ans, quoi. Et je pense que c'est l'école, moi, qui m'a énormément construit. Et je pense que l'école publique, puis il y a eu l'école aussi il y a eu aussi l'école privée. Et puis ce qui me donne aussi aujourd'hui envie de transmettre. C'est-à-dire que je pense que l'école peut encore amener à des vocations, et la formation est fondamentale à mon avis encore aujourd'hui. En tout cas, elle a porté ses fruits, en tout cas pour moi. Oui, puisque vous êtes enseignant vous-même. En quoi les stages, l'alternance, c'est essentiel? Dans l'atelier, on a aussi on a des alternants et des stagiaires. Moi, j'apporte une très grande bienveillance au statut du stagiaire, et à l'alternant, c'est encore autre chose, mais pour essayer de faire en sorte qu'il soit déjà dans une démarche de pédagogie. Être stagiaire, c'est pas répondre à tous les besoins d'une agence et aller faire des photocopies. C'est pas du tout ça que je vois quand on a des gens en agence, surtout en créa. Je pense que c'est vraiment les accompagner vers un métier. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à faire. L'alternant, pour moi, et je trouve que l'alternance en particulier est un merveilleux outil qui a été mis en place par l'État, justement pour faire en sorte que les étudiants jeunes puissent intervenir directement en agence, et surtout apprennent par le projet. Parce que apprendre effectivement par le projet en école, par des cas, c'est fondamental, des cas physiques, mais quand on est directement en face d'un client et qu'on est vraiment dans un cas pratique avec des vrais budgets, des choses comme ça, c'est vrai que c'est là qu'on apprend et qu'on prend aussi des risques. Ce qui va me permettre de titiller un peu Gilles Poplin. Pourquoi il n'y a pas d'alternance? Parce qu'on a un corps enseignant constitué de 140... Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est un choix. Mais en fait, on a 140 enseignants dans l'école sur les 3 cursus, qui sont tous des professionnels en activité, puisque ce ne sont pas des enseignants qui ne font qu'enseigner. Voilà, je pense à l'image de Christopher. Et donc, ils viennent aussi avec leur appétence. Et là où je ne fais pas d'alternance, c'est que comme je suis à la recherche vraiment d'un modèle pédagogique assez particulier, assez singulier, puisque j'essaie vraiment de faire émerger des profils ou des pratiques qui sont autres, je ne souhaite pas d'une certaine manière qu'elles soient trop
entre guillemets, inféodé à ce qu'est le monde de l'entreprise actuel. Donc je pense qu'effectivement les stages sont intéressants parce que c'est un acte pédagogique qui permet de comprendre finalement qu'est-ce que c'est qu'une posture professionnelle. Ça, c'est indispensable de l'enseigner. Pour autant, je ne souhaite pas finalement que ça soit uniquement, que l'ancrage professionnel ne soit régi que par finalement une prestation à délivrer. Voilà. Donc je fais plus revenir finalement les enseignants en tant qu'alternants dans une logique d'enseignement plutôt que l'inverse. Et c'est intéressant parce que l'école, en fait, est un lieu, entre guillemets, d'intergénérationnalité aussi. Et ça, c'est hyper important d'un point de vue d'évolution de la société aussi, je pense. Et comment vous établissez donc les liens avec les entreprises, les enseignants, mais il y a aussi ce moment fort lors du jury. Tout à fait. Racontez-nous. Alors ce jury, il est depuis la création de l'école dans sa forme actuelle en 1968, constitué de jurys, de membres, personnalités qui sont extérieures à l'école, toutes professionnelles, avec des expertises diverses et variées. Caroline en a fait partie l'année dernière, mais on peut avoir vraiment des praticiens, on peut avoir des gens qui sont plus du côté du client, de la marque, de l'annonceur, comme on dit, et puis ceux qui font l'époque, théoriciens, journalistes, critiques. L'idée, c'est vraiment de mettre à la fin du cursus en interaction nos étudiants avec des professionnels et comprendre qu'ils sont en fait dans un moment d'échange et pas uniquement dans un moment de jugement. On a vu que ces formations allaient énormément bouger, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Est-ce que vous travaillez là tous ensemble pour penser justement à ces métiers de demain, pour co-construire des formations ? Alors moi, je avec fais les écoles, oui, pas forcément Penningen, mais les écoles, etc. Oui, je fais partie en fait d'un certain nombre de comités pédagogiques. Et par ailleurs, moi, j'interviens, par exemple, à titre personnel et de par mon parcours dans pas mal d'écoles, parce que en fait, j'ai besoin de me confronter aux étudiants. Vous voyez, j'ai besoin de ça parce que sinon, encore une fois, on est des métiers de curiosité. Et pour être capable, il faut soi-même garder toujours ça, en dépit des évolutions de carrière, etc. Et cette confrontation, en fait, avec les étudiants, elle est extrêmement importante aussi pour les marques. Parce que sinon, elles sont complètes. Enfin, je veux dire, c'est très vite, on est trop loin, il y a un hiatus qui se crée. Donc, moi, perso, je fais partie pas mal de comités pédagogiques, ouais. Christopher ? On essaie. Après, il y a toujours une question de temps. C'est-à-dire que pour être créatif, un bon créatif, je pense aujourd'hui, il faut avoir du temps pour être curieux, il faut faire plein de choses. Je pense que moi, en tant que chef d'entreprise, je cours après le temps justement rémunéré aussi pour faire en sorte qu'on soit, on va dire, qu'on ait une valeur et que cette valeur-là nous rémunère et qu'on puisse vivre de notre travail parce que c'est quand même fondamental aujourd'hui de rappeler que le milieu de la création a besoin aussi de budget pour pouvoir exister. Et en plus de ça, toutes ces nouvelles choses, ces nouvelles évolutions nous prennent du temps, vont nous prendre du temps. Et il faut qu'on s'y attelle. Mais c'est un travail au jour le jour, quoi. Ce qui nous permet de boucler cette séquence avec le taux d'insertion des étudiants dans la vie professionnelle après Penningen, les salaires, les métiers, et est-ce qu'il est possible de poursuivre ces études après, sans se faire une spécialisation dans un autre domaine. Voilà. Il est possible de poursuivre les études. D'ailleurs, en architecture intérieure, souvent, certains continuent après et intègrent des cursus d'architecture dans des écoles type Versailles. La question, c'est vos diplômes le permettent. Les diplômes le permettent. Okay. Donc, nous délivrons des titres certifiés. Donc, c'est une formation qui est professionnalisante. Le taux d'insertion est toute filière confondue de 97%. Donc, c'est quasiment la perfection. Là où c'est... En fait, ce taux, il faut finalement le commenter. Je pense que nos étudiants, et c'est en ça que c'est important et que les formations sont importantes, on doit faire comprendre aux étudiants que dans le monde de la création, en fait, l'alignement de planète n'existe jamais. Et donc, il faut pouvoir développer une agilité en regard des rencontres qu'on peut faire, des opportunités qui se présentent, peut-être même des investissements qu'il y a à faire parfois à titre personnel pour progresser professionnellement. Donc, en fait, ce chiffre, il est dépendant, en fait, je pense, du profil des étudiants qui sont finalement aguerris au fait que c'est à eux aussi d'inventer les choses et de trouver le point d'ancrage professionnel. Donc ils sont agiles par rapport à ça. Je pense qu'accessoirement, ils ont été pas trop mal formés et ils sont aguerris finalement à tirer avantage et partis de moult situations et de trouver un intérêt dans les choses.
fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver un intérêt dans les choses. Avoir un point de vue, comme le disait Christopher, mais aussi de trouver un intérêt dans toute situation. C'est ça qui fait qu'on est créatif. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la création, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'entretient. C'est pour ça qu'on le fait plutôt jeune, généralement, parce que ça permet par la suite d'évoluer. Donc, c'est un état d'esprit. C'est un moteur qu'il faut vraiment entraîner. Bon, et les salaires, alors, les salaires, en fait, les enquêtes qu'on fait à 6 mois, 1 an et 3 ans, on est aux alentours de 32 000 € bruts annuels. Voilà, au départ, avec des revalorisations et des évolutions possibles au bout de 2, 3, 4, 5 ans, avec souvent quand même quand on est en entreprise ou en agence, une évolution qui est plus significative que quand on est en indépendant, où forcément on va chercher aussi le client, donc c'est un peu plus long, un peu plus compliqué. Voilà. C'est sûr. Merci à tous les 4. On a vu que les métiers du design, de la création étaient très diversifiés. Ils sont aussi très proches des métiers de l'artisanat. Une spécificité, là encore, bien française, pour pousser encore plus loin la création, l'innovation. C'est notre rubrique Point de vue. Et nous accueillons Maya Poix, bonjour, journaliste chef de rubrique chez Intramuros Magazine. Alors Maya, vous voulez nous éclairer sur la proximité qui existe entre les métiers du design et de l'artisanat. On veut dire que c'est presque une relation de couple ? Oui, tout à fait. En fait, on a parlé un petit peu là pendant l'émission de pas mal de métiers, donc métier de designer, métier d'architecte d'intérieur, de scénographe, voilà, de tous les métiers de la création. Mais je pense qu'il y avait aussi tout un pan un peu plus au niveau de la création et de l'artisanat et des métiers d'art qui est important, dont on doit parler parce que voilà, ils font partie vraiment en fait d'un écosystème créatif au niveau français, en sachant qu'on a quand même des savoir-faire qui sont vraiment assez prestigieux en France. Donc il y a aussi un devoir de transmission et vraiment il peut y avoir une relation qui peut se créer entre les métiers du design, de la création et de l'artisanat. Alors justement, comment cette relation elle prend forme ? C'est des collaborations directes entre des designers et des artisans ? C'est des designers qui vont devenir artisans ? Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Alors oui, tout à fait. Donc ça peut prendre plusieurs formes en fait. Donc dans certains cas, alors dans le cas très concret, des fois vous avez le designer qui va vendre son projet soit à une agence ou soit directement à une marque ou à un éditeur. Donc là, ça va être un procédé qui est beaucoup plus industriel. Dans d'autres cas, ça va vraiment être un designer qui, pour une pièce précise, va vouloir par exemple faire une pièce en bois, faire une pièce en métal, et du coup n'a pas les compétences nécessaires pour appliquer ces pièces. Et donc là, va faire appel à un artisan. Donc ça peut être des collaborations ponctuelles, vraiment, dans le cadre d'une collection en particulier. Et dans d'autres cas, ça peut être une collaboration ponctuelle qui va devenir un peu pérenne. Là, pour donner un exemple, par exemple, je pense au designer Samuel Akocheberry. Donc lui est designer français et en fait a lancé donc son studio de design en 2013. Il avait son activité et il s'est associé à un ferronnier d'art donc qui s'appelle Bruce Cesser. Et ensemble, en fait, ils ont fait une première collaboration qui a très bien fonctionné. Et ensuite, ils ont décidé depuis 2018 de lancer leur propre marque, donc qui s'appelle SB26. Donc en fait, c'est vraiment allier la compétence du designer avec le savoir-faire de l'artisan ici, donc la ferronnerie d'art, donc qui est vraiment le savoir-faire du fer forgé. Donc voilà, ça donne des pièces et ça leur empêche pas en fait d'avoir vraiment leur activité chacun de leur côté aussi, continuer d'avoir leur activité chacun de leur côté. Et dans d'autres situations, vous pouvez aussi avoir donc des designers qui peuvent aussi devenir artisans et avoir un peu la double casquette. Il y en a beaucoup qui ont cette double casquette-là. Il y a un exemple assez intéressant que je voudrais citer, c'est celui de Lisa Allegra. Donc elle est céramiste et en fait, je l'ai rencontrée l'année dernière dans le cadre d'un portrait. Et en fait, elle me racontait qu'elle donc a une formation de design totalement classique. Elle a fait quelques expériences, donc notamment en scénographie aussi, ou avec des marques et des éditeurs. Et en fait, au bout de quelques années, elle s'est rendue compte que c'était plus qu'elle avait besoin de retrouver en fait ce rapport à la matière, ce rapport à la terre, et elle a décidé de devenir céramiste en fait. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est pour ça que je la citais aujourd'hui en exemple, c'est que elle me disait qu'elle se désignait elle-même comme artiste designeuse. Voilà, qu'elle voulait pas qu'on la définisse non pas seulement comme designeuse ou comme artisane ou artiste. Pour elle, les deux fonctions étaient totalement complémentaires en fait. Comment est-ce que le gouvernement accompagne et valorise ces métiers ? Alors, il y a plusieurs biais. Donc, au niveau du gouvernement, il peut y avoir des choses qui sont mises en place, donc des accompagnements financiers
qui peuvent être un peu larges. Mais ou des aides. Des aides, exactement. Mais il peut y avoir aussi des institutions, enfin on a quand même pas mal d'institutions en France qui sont mises en place, notamment je pense aux ateliers de Paris, qui sont vraiment un levier, en fait un incubateur qui permet à des jeunes créateurs de se lancer et de se faire accompagner en fait dans le lancement de leur marque, de leur concept. Donc c'est vraiment à destination de jeunes designers, de créateurs de mode, d'artisans en fait qui ont des métiers d'art spécifiques. Et en fait on les accompagne donc pendant 2 ans, on leur offre en fait des locaux, on leur offre des formations gratuites pour apprendre vraiment à gérer leur communication, gérer leurs réseaux sociaux. Ce qui est intéressant aussi pour eux, je pense, c'est que vraiment, vu il y en a une trentaine en général, ça crée du lien entre eux parce que du coup, forcément, ils se créent un réseau, ils créent vraiment du lien les uns avec les autres en fait. Donc c'est forcément un premier levier hyper important pour eux. Et généralement, tous les designers avec qui j'ai pu discuter et qui étaient sortis aux designers, aux créateurs qui étaient sortis de cette expérience-là, en gardaient un très beau souvenir et généralement on parle d'eux ensuite. Un petit mot, on disait que ces métiers sont aussi les métiers de demain, il va falloir se former et là il y a une quantité pléiade de formations possibles pour ajouter des certifications supplémentaires finalement à des formations initiales que l'on pourrait avoir. Oui, exactement. Comme le disait Christopher tout à l'heure, en fait, les designers et en tout cas tous les créateurs d'aujourd'hui, en fait, sont des gens qui sont très curieux, qui veulent constamment apprendre de nouvelles choses, en fait. Donc, je pense qu'un designer, il a toujours la soif d'apprendre, toujours la soif de vouloir avoir de nouvelles possibilités d'apprendre. Et du coup, ça va passer par des formations complémentaires. Donc, par exemple, quand vous avez Lisa Allegra, donc bon, elle s'est formée un peu seule, mais je sais pas, vous êtes designer et vous voulez apprendre un petit peu le savoir-faire du bois, et vous pouvez avoir des formations qui sont proposées. Il y a le Campus Mana, c'est une autre institution qui a été lancée en 2023 par un designer, et en fait ça donne des formations vraiment de designer à designer ou d'artisan à artisan en fait. Donc c'est assez formateur pour eux et ça permet de pouvoir avoir de nouvelles cordes à nos arcs, si on peut dire ça comme ça. Puisque les métiers de la création, tout le monde l'a dit un petit peu dans l'émission, sont en constante évolution. Il y a de nouveaux outils en permanence, de nouvelles manières de voir les choses et de nouvelles manières de construire le monde de demain finalement par tous ces biais-là. Un dernier mot sur une actualité à venir qui concerne notre magazine. Oui, tout à fait, pour dire quelques mots. Intramuros, donc nous, on a été créé en 1985, donc on va fêter nos 40 ans cette année au mois de septembre. Et là, en fait, la grosse actualité qu'on va avoir, c'est que en avril, donc durant la Design Week de Milan, donc qui est quand même un événement, le plus gros événement international en design, en design, on va avoir une exposition qui va avoir lieu au Labo, donc c'est un lieu culturel qui a été lancé il y a 3 ans durant la Design Week de Milan. Donc du 6 au 11 avril, on va présenter en fait un panel de créateurs, de marques, d'éditeurs qui valorisent en fait les savoir-faire et la création française, dont 5 des incubés des ateliers de Paris. Donc ça fait un petit peu aussi le lien avec ce que j'ai pu dire juste avant. Mais voilà, si certains sont de passage à Milan pendant cette période, donc du 6 au 11 avril, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Merci. Léa. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus sur le plateau. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. J'espère que cette émission vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair pour vos orientations, vos réorientations en tout cas, en ce qui concerne tous ces métiers autour du design, de la création, de l'artisanat. Vous pouvez nous retrouver sur Demain TV, sur MCE, ma chaîne étudiante, les réseaux sociaux bien sûr, et notre chaîne YouTube, Job Talk TV. À très vite pour une nouvelle émission.